Bonjour, bienvenue, willkommen. Hello, hello. Je suis très heureuse de vous voir tous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sally-Anne Moore, je suis la fondatrice de ce salon. En 2000, je l'ai créé pour vous. J'étais un directeur de formation d'une grande entreprise, j'avais 3000 enseignants, et je voulais faire du e-learning. Et il n'y avait pas de salon à l'époque, donc je l'ai créé. Aujourd'hui, on est 10 fois plus grand que ce premier jour-là, et les choses ont vachement changé. La bonne nouvelle que j'ai appris hier, dans les baromètres qui m'ont été soumis, les rapports des enquêtes et des sondages, en 2015, il y avait entre 10 et 15% des entreprises en France qui faisaient du e-learning. Aujourd'hui, on a appris que c'est 30%. Donc, bravo tout le monde. Deuxième bonne nouvelle, dans le passé, quand on posait la question « Pourquoi vous faites du e-learning ?», la réponse majoritaire était pour économiser des frais de formation, pour économiser des coûts. Là aussi, Alléluia, pour la première fois cette année, en 2020, on nous dit que c'est pour maximiser les performances. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Dehors, quand vous êtes entré, il y a un grand panneau en haut du pavillon qui est marqué Learning Technologies France, l'événement numéro 1 de Digital Learning en France. Et vous voyez, j'ai édité ce slide et j'ai mis Europe. Depuis le 31 janvier, quand la Grande-Bretagne a quitté l'Europe, nous, on est devenu le plus grand salon en Europe. Oui, j'ai remarqué. Donc, j'ai changé le slide. On n'a pas changé le panneau, mais l'année prochaine, vous verrez. Je voulais vous mettre un petit défi. Je voulais vous donner une chasse au trésor pendant votre présence avec nous pendant les 2 jours. Hein. Il y a 2 ans, Korn Ferry, qui est un institut économique aux États-Unis, a fait une étude des 1000 plus grandes entreprises autour du monde. Donc, c'est une étude globale. Ils ont posé la question aux PDG, les plus grandes entreprises du monde, quelles sont vos 5 top priorités pour l'investissement dans les 5 ans à venir? Enfin, je pense qu'ils ont posé le top 10. Mais là ça c'est les bullet points là, ça c'est les choses qu'ils ont dit qui étaient leurs priorités. Donc la technologie de la production, de la distribution, R&D, les services, le marque sur le social media, les robots, l'optimisation, le supply chain, les bureaux, l'immobilier. OK. Et les gens, ils sont où là? Les gens. Ça, c'est des entreprises qui comprennent Danone, BP, etc., qui disent tous dans la publicité « People are our biggest asset. People make the difference. » Les gens sont la chose la plus importante chez nous. Ah bon, vraiment, vraiment. Donc, quand on les a questionnés sur ces priorités d'investissement, ils ont avoué qu'ils avaient un truc qu'eux, ils appellent « tangibility bias ». Et apparemment, cette tendance vers la tangibilité vient d'une pression des actionnaires, donc Wall Street, Londres, etc. Et pourquoi? Parce qu'apparemment, les actionnaires n'ont pas confiance dans la gestion de la capital humaine. C'est trop intangible, c'est difficile à mesurer, c'est imprévisible, ça file. Toutes sortes d'excuses, OK? Et ça, partiellement, c'est notre faute. C'est à nous de montrer. Donc, je vous donne une petite chasse au trésor. Je sais qu'il y a plusieurs entreprises avec les LMS et des techniques et des méthodes pour vraiment démontrer la valeur de la capital humaine et montrer comment la formation augmente cette valeur. Okay, il y a des techniques. Donc, ça, c'est une première chasse au trésor. Et je sais que ça vaut la peine parce qu'il y a une autre étude par Korn Ferry a démontré qu'un $1 investi dans l'humain rend 13 en moyenne. Mais un robot ou l'optimisation ou le supply chain, typiquement, vous avez 4 $ de retour. Donc, loin, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est le développement de nos ressources humaines. Mais c'est à nous de relever ce défi et vraiment convaincre les investisseurs, les actionnaires et le boardroom que le capital humain, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on a dans l'entreprise. Ça, c'est la première chasse au trésor. Deuxième chasse au trésor, c'est lié. Quand j'ai démarré dans le e-learning, pour créer un module, c'était relativement cher. Et la taille minimum économique, c'était autour de 1000 apprenants. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, mais quand même, vous avez un investissement initial qui est bien plus qu'une présentielle.
Donc, on a un peu la tendance à dire, OK, pour que le prix per capita descende et que ça a l'air pas cher, il faut qu'on le donne à un maximum de gens. Oui, ça, c'est très bien au niveau des chiffres, mais au niveau de la réputation de e-learning, c'est un peu catastrophique. Parce que si on donne des choses à tout le monde, le taux de réussite de la module va être assez faible. Parce que des gens, ils ont des aptitudes ou pas. Par exemple, pas tout le monde peut devenir un system manager de Microsoft. Quand un cours ou une formation est certifiant, la tentation de dire « Ah ouais, je vais faire ça parce qu'après je peux gagner plus » est encore plus fort. Mais vous avez toujours ce taux d'abandon qui reste relativement important. Vous voyez, j'ai mis un chien berger là. Hein? Si vous êtes un berger, vous avez des moutons et vous voulez dresser un chien pour garder vos troupeaux, vous n'allez pas dresser un terrier Jack Russell. Vous allez dresser un chien qui a des aptitudes de berger. Et c'est un peu comme ça avec les gens. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est très technique et qui sait gérer des réseaux de faire de la vente. Ils ne sont pas confortables. D'ailleurs, ça va finir avec l'absentéisme. Donc, l'aptitude. Et de nouveau, les exposants ici ont maintenant beaucoup d'approches, méthodes, outils pour justement qu'on puisse faire une sélection. Parce que si vous voulez quelqu'un pour grimper un arbre, il vaut mieux embaucher un écureuil que former un dinde. Okay? Donc, arrêtons de faire la formation de dinde. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est le deuxième chasse au trésor. Je sais qu'il y a beaucoup d'exposants qui ont des solutions pour ce problème. Comment faire une bonne sélection selon l'aptitude et comment former pour la vraie compétence à l'augmentation de performance. Et pas seulement une mesure de connaissance. Voilà, on est sous le cycle d'intelligence et innovation. On a 3 salles de conférence. Je ne sais pas si vous avez regardé le programme, mais j'ai très soigneusement organisé selon vos profils. Donc, cette salle Paris, c'est pour toutes les personnes qui sont préoccupées par l'entreprise et la formation dans l'entreprise. Et dans cette salle, vous allez avoir toute une série de retours d'expérience toutes nouvelles des grandes entreprises, des moyennes entreprises et les petites entreprises avec les technologies d'apprentissage et les techniques. Il y a Carrefour qui va nous raconter les ROI, il y a Orange qui va nous raconter l'intelligence artificielle, etc. Donc, des vrais retours d'expérience présentés par des vrais chefs de projet. Donc, n'hésitez pas à les poser des questions. Et une question, c'est « Combien ça coûte, ça ?» N'hésitez pas, hein? Soyez pas timide. Berlin, c'est l'autre salle. Dans cette salle-là, je me suis focalisée sur la formation continue, l'apprentissage au long de la vie, les centres de formation et tout ce qui est éducation secondaire et secteur public. Donc, c'est un petit peu différent de l'entreprise. Et dernièrement, Londres. Dans la salle, pour ceux d'entre vous qui comprennent bien l'anglais, j'ai invité des intervenants de très grands renoms de tous les coins du monde qui vont nous présenter les nouvelles de l'e-learning aux États-Unis, Canada, Asie, etc., mais en anglais. Et aussi dans la salle Londres, si vous êtes préoccupé par la formation langue, j'ai créé une conférence qui examine spécifiquement la pédagogie des langues, là aussi avec des retours d'expérience de Société Générale, entre autres. Okay? Voilà, donc chaque salle a sa spécialité. Comme ça, c'est mieux pour vous, je crois. Ouais. Et ensuite, vous avez les 6 théâtres qui sont au milieu de l'expo. Chacun aussi, il y a des thématiques. J'ai groupé les démonstrations, les présentations par thème. Donc, il y a des LMS, il y a l'intelligence artificielle, les neurosciences, les jeux sérieux, etc. Mobile learning. Et le théâtre 6, c'est dédié à tout ce qui est le groupe EdTech France, qui est un groupement de start-up, de jeunes innovateurs français, et qui sont là présents. Il y a une vingtaine de start-up là. Et le théâtre 6, c'est dédié à les présentations de toutes nouvelles choses qu'ils ont inventées récemment. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve dans cette salle. Les études de cas, les débats. Berlin, ça c'est ce qu'on trouve là-dedans. Vous avez tous trouvé le programme d'ailleurs à l'entrée, vous avez tous le petit guide du salon? Ok, bah, tout est marqué. Et enfin voilà, Londres. Donc j'espère que vous avez 2 jours très précieux ici. J'espère que les 2 jours, vous allez pouvoir faire une année de travail, vous allez économiser de l'argent, économiser du temps et trouver des bonnes solutions. Trouver vos pairs, trouver des experts. Et je suis à votre écoute parce que
c'est mon problème, c'est de créer 2021 maintenant. Donc, si vous avez des idées ou des choses que je n'ai pas fait cette année et vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, hier, dans la construction, j'ai remarqué, personne ne m'avait dit, mais on a 3 murs Twitter qui ont été construits ici. Hein. Donc, on va les utiliser. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire des tweets aussi, des commentaires, des feedbacks, des questions, avec le hashtag LTFrance. Mais je suis à votre écoute et je suis toujours ravie d'entendre vos suggestions. C'est ce qu'on pourrait faire mieux ou c'est ce que vous voulez connaître qu'on n'a pas mis dans l'agenda. Voilà. Merci infiniment. J'ai un message pour vous de Muriel Pénicaud, le ministre du Travail. Malheureusement, Muriel a eu une petite chute dans l'escalier à l'Élysée et elle a une petite fissure dans les vertèbres. Elle est dans une chaise roulante. Donc, on a filmé elle dans son bureau hier. Un message pour vous. Et d'ailleurs, je suis assez ravie qu'elle n'est pas venue parce que j'en suis sûre que ça aurait attiré certaines personnes qui étaient soucieuses pour la retraite. Son bureau est rempli de syndicalistes en ce moment. Donc, c'est mieux, oui, on a une vidéo plutôt que la personne. Et dans les circonstances, je préfère. On peut jouer la vidéo ? Bonjour à toutes et à tous, aux organisateurs, aux exposants et aux visiteurs du salon Learning Technology. Cette 3e édition, elle est dans un contexte très intéressant. C'est un contexte où vraiment le digital learning, je pense, est en train de décoller au plan international et dans notre pays aussi. Alors pourquoi c'est important le digital learning? D'abord parce que ça permet de démocratiser l'accès à la formation. Et puis ça permet que cette démocratisation, elle soit aussi sur tous les points du territoire, même les plus éloignés des villes, des centres de formation. Elle permet aussi de faire des types de formations complémentaires et différentes de celles qui sont présentielles. Dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que j'ai l'honneur de porter, eh bien, il y a des éléments nouveaux qui vont permettre d'amplifier cet essor du digital learning. D'abord, bien sûr, le CPF, mon compte formation, l'appli digitale qui permet à 25 millions de Français d'accéder à la formation en ayant un crédit, 10 euros, 500 euros par an, mais aussi l'accès à toutes les formations. Il y a déjà plusieurs centaines de milliers d'offres, dont 75 000 dans le domaine digital. C'est très important parce que la démocratisation de l'accès à la formation, c'est un amplificateur. Le deuxième levier de la loi Avenir professionnel, c'est l'apprentissage. L'apprentissage est en plein essor depuis cette loi. Et dans ce contexte-là, nous encourageons les centres de formation d'apprentis existants ou les nouveaux qui se créent, ils sont nombreux, à utiliser aussi le digital. Pourquoi? Parce qu'une partie de la formation peut être faite en digital et favoriser, quand on est en présentiel, des éléments plus pratiques ou d'échange ou de confrontation. Mais je crois que les apprentissages de base, notamment théoriques, peuvent être faits en digital. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi que des apprentis qui sont par définition partout sur le territoire et un peu moins de difficultés de mobilité. J'y reviendrai pour les demandeurs d'emploi et les salariés, c'est un des gros enjeux du digital. Le troisième volet, c'est évidemment le plan d'investissement dans les compétences. Le digital learning que nous encourageons dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, il apporte 4 choses aux jeunes et aux demandeurs d'emploi. D'abord, tous ceux qui sont en mobilité réduite, eh bien, le digital learning leur permet d'accéder à la formation. Ensuite, ceux qui ont des problèmes de mobilité, non pas physique, mais parce qu'il n'y a pas de transport, parce que les villes sont loin, et donc qui ne peuvent pas aujourd'hui accéder à la formation et qui vont le pouvoir grâce au digital learning. Troisièmement, il y a des zones éloignées de montagne, dans certains endroits des Outre-mer, dans certains endroits du pays, où il est très difficile d'accéder à la formation, et là aussi, ça va être facilité. Puis il y a une quatrième raison. Il y a un certain nombre de nos concitoyens, et pas que des jeunes, qui sont un peu fâchés avec les apprentissages classiques, parce que ça a été une source d'échec ou de frustration pour eux. Ils n'ont pas envie de revenir dans un moule qui ressemble à une classe, même si la formation continue est différente. Et en tout cas, ils n'y sont pas prêts. Et je crois que le digital learning, c'est aussi une manière de reconquérir le public. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on va vers la société de compétences. Un métier sur 2 va être profondément transformé dans les 10 ans. Donc l'enjeu pour trouver un emploi, pour retrouver un emploi, pour avoir une évolution de carrière, pour avoir une vie professionnelle passionnante, il passe par les compétences et le développement des compétences toute la vie, tout au long de la vie. Et là aussi, l'e-learning va beaucoup aider. Dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, nous allons donc favoriser cet essor. Comment?
il y a un appel à projet pour des formations à distance, pour des formations digitales. Alors, les formations digitales, ce n'est pas que les formations à distance, puisque c'est aussi l'utilisation des serious games, de la simulation, et tout ça apporte beaucoup à la formation. Mais j'insiste sur le sujet des formations à distance qui vont contribuer à cette démocratisation de l'accès à la formation qui me paraît essentielle dans la société de compétences vers laquelle on va. La société de compétences, elle est essentielle parce qu'un métier sur deux va être profondément transformé dans les 10 ans qui viennent. Donc se former tout au long de la vie, ce n'est pas simplement une aspiration humaniste, ça va devenir aussi une respiration permanente du monde du travail pour accéder à un emploi, pour accéder à une progression de carrière, pour anticiper les changements et pour avoir aussi des vies professionnelles plus riches, plus intéressantes, plus variées. Et dans ce contexte-là, le plan d'investissement dans les compétences donc, a ouvert un appel à projet. Et notre but, c'est de multiplier l'offre. Car l'offre en France est encore peu nombreuse. Elle est de grande qualité, mais elle est peu nombreuse par rapport aux besoins du pays. Le CPF est une occasion, puisque en plus du marché B2B, nous offrons de fait, sur fonds mutualisés, c'est un service public, un marché B2C, et donc ça va permettre de développer cette offre. Les premiers résultats, les premiers lauréats de cet appel à projet seront publiés en juin 2020. Donc je compte aussi sur tous les acteurs que vous représentez pour avoir des offres de qualité innovantes. C'est le moment, c'est l'intérêt de tous. Enfin, je voudrais dire que pour les salariés, et on le voit à travers mon compte formation, la demande sur le digital est très forte. Nous n'avons qu'à peine 2 mois et demi d'expérience sur mon compte formation, et déjà plus de 850 000 personnes ont téléchargé leurs droits. Donc c'est énorme pour un nouveau service public qui n'existait pas il y a quelques mois. Et dans les 3 formations les plus demandées, une des 3, c'est liée au digital, au numérique de façon générale. Donc on voit bien que nos concitoyens sont très conscients que c'est à la fois un moyen de se former, mais aussi un but de la formation. Et je crois que ça encourage aussi tous les acteurs que vous êtes. Alors, moi je vous invite à veiller à une chose, que votre offre soit variée, diversifiée, qu'elle permette d'accéder à tous les publics. Pas simplement les Bac+2, les Bac+5, mais ceux qui aujourd'hui font le CLEA numérique, ceux qui ont besoin, qui veulent se former à des métiers ou à des éléments théoriques et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas aller dans une formation classique. Pensez à tous les publics, on sera auprès de vous, on va l'encourager par les financements publics à travers le PIC. Et je crois qu'on a un enjeu de démocratisation et d'innovation à la fois qui est nécessaire pour notre pays, nécessaire à l'international et passionnant. Bonne chance et bon salon. Merci Muriel.